Alors, tout d'abord, je tiens à réitérer mes remerciements au comité d'organisation, particulièrement à Madame la Présidente, professeur Germara, pour m'avoir convié à participer et me confier cette présentation qui concerne les NPC, les carcinomes nasopharyngés, qui va concerner une entité assez particulière, c'est-à-dire les stades des early et les intermédiaires. Alors, en 2020, les NPC, on a dénombré un peu plus de 130 000 cas avec 80 000 décès. L'Afrique du Nord, on a dénombré plus de 2000 cas. Les NPC, ils sont considérés, ils ont une certaine particularité, c'est le degré d'infiltration sur le plan local. Et le deuxième point, c'est le degré d'envahissement ganglionnaire qui est assez important. Sur le plan histopathologique, la dernière classification de WHO de 2017, on a dénombré 3 principaux types histologiques, le kératinisant, le non kératinisant, bien sûr, avec les différents degrés de différenciation, ainsi que le basaloïde. Qu'en est-il des stades précoces et intermédiaires? Donc, comme on le sait, les NPC sont essentiellement des stades localement avancés, mais toutefois, ces stades assez particuliers, ils représentent à peu près, selon la littérature, un taux de 20 à 30%. En termes de management, pour cette pathologie, ça constitue l'un des principaux défis auxquels les radiothérapeutes sont confrontés. La radiothérapie, elle constitue la première modalité thérapeutique et où le radiothérapeute en lui-même, il est confronté à un véritable challenge, entre autres la délimitation des différents volumes d'intérêt, entre autres les volumes cibles et les organes à risque. Il ne faut pas oublier de citer et d'insister sur la chimio et la radiosensibilité de ce type de tumeur. Et qu'en est-il de la technique d'irradiation utilisée? Bon, bien sûr, actuellement, ce qui est recommandé, c'est la radiothérapie 3D avec modulation d'intensité. 2 mots sur l'historique de cette pathologie. Alors, comme on le constate sur cette slide, les premiers cas ont été décelés, identifiés en 1837. Les rayons ont été utilisés vers la fin des années 50. Et puis, vers la fin des années 90, on a commencé à utiliser la chimiothérapie en association au réel. En termes de management, sur le plan diagnostic et staging de la pathologie, il y a un certain nombre d'éléments que le radiothérapeute doit prendre en considération. Bien sûr, les données cliniques, endoscopiques et d'imagerie. Quand je parle d'imagerie, c'est essentiellement l'IRM avec sa grande sensibilité et spécificité pour cette pathologie. Et en termes de bilan d'extension générale, en premier lieu, bien sûr, si on dispose du TEP ou FDG, sinon le reste des examens complémentaires. La définition des stades précoces et intermédiaires, comme on le constate sur cette plaque, c'est essentiellement, bien sûr, les stades 1, les stades 2, ainsi que les T3 et les N0. Qu'en est-il de la démarche thérapeutique? Bon, c'est essentiellement l'utilisation des rayons, soit en exclusif, soit en association à une chimiothérapie, c'est-à-dire en concomitant pour un certain groupe de patients où on a un bulky tumoral ou bien un EBV-DNA assez important. On va passer maintenant, comme je l'ai dit, le standard, ou plutôt la technique d'irradiation recommandée, c'est la radiothérapie conformationnelle 3D avec modulation d'intensité, où il y a un certain nombre d'éléments que le radiothérapeute doit prendre en considération, bien sûr, après la confirmation du staging, l'établissement du PSP complet du patient. Il va passer, bien sûr, à l'établissement de son PSP spécial rayon, qui doit impérativement passer par un certain nombre d'éléments qui sont dénombrés sur cette slide, c'est-à-dire la délimitation
la plus précise des différents volumes. Entre autres, le premier volume, c'est le volume, le volume cible, ainsi que la délignation des organes à risque. Comme deuxième étape qui est importante, elle comporte 4 sous-étapes qui sont impérativement importants et délicats pour chaque radiothérapeute qui se sous-spécialise pour la prise en charge de ce type de patient. Entre autres, la review diagnostique qui comporte bien sûr la clinique, l'endoscopie et l'imagerie qui est importante, qui va lui permettre par la suite de déterminer au mieux le volume cible qu'il va irradier. Autre élément, la review anatomie et le lymph node atlas, c'est-à-dire qu'il doit en mieux et en bien maîtriser l'anatomie de la localisation entre du cavum, comme on le sait, qui a une situation complexe et en regard et à proximité d'un nombre considérable d'organes à risque, avec un drainage lymphatique très spécifique, un drainage lymphatique cervical bilatéral, et on va le voir par la suite. Comme troisième étape, c'est la délimitation, bien sûr, des organes à risque qu'il doit effectuer en premier lieu, tout en précisant, bien sûr, les contraintes de dose pour chaque organe à risque. Et comme dernier point, c'est déterminer les doses qu'il va délivrer pour chaque volume, c'est-à-dire le PTV 70, 59.4, etc. Et puis, en dernier lieu, c'est l'expand CTV, c'est-à-dire le rajout de la marge de sécurité aux différents CTV qu'il doit délimiter. Toujours dans le même ordre d'idées, il doit respecter un certain nombre d'éléments ou d'étapes, c'est-à-dire en premier lieu, il doit déterminer les contraintes de dose pour les structures qui sont situées à proximité du cavum. Il doit spécifier les doses dans les différents volumes cibles. Et puis, il y a ce qu'on appelle le planning goals qui va concerner en premier lieu les glandes salivaires et puis les autres structures, c'est-à-dire les autres organes à risque. Mais en même temps, également un plus en termes de toxicité, essentiellement, ça a concerné les glandes salivaires et même d'autres organes à risque. Alors là, pour cela, comme je l'ai dit, il doit déterminer son planning goals pour un certain nombre de structures importantes, entre autres le tronc cérébral, la moelle épinière, le nerf optique, le plexus brachial, etc. En deuxième lieu, il doit déterminer et définir les doses au niveau de son volume cible avec, je dirais, 3 grands volumes, le PTV 70, 73, 63, le 59.4, ainsi que le 53 ou bien le 50 jusqu'à 50, avec bien sûr les contraintes et les rapports dose-volume. En troisième point, le planning goals pour les glandes salivaires, comme vous le constatez sur la slide, et ainsi pour les autres organes à risque, entre autres la cavité buccale, la cochlée, les yeux, le cristallin, le larynx glottique, ainsi que les muscles constricteurs et les lobes temporaux. Pour cela, et comme je l'ai dit, pour le radiothérapeute, ça constitue un véritable challenge et défi. C'est la délimitation des volumes d'intérêt qu'il va déterminer. Les premiers volumes, c'est bien sûr les organes à risque, mais les deuxièmes volumes, c'est les volumes cibles tumoraux, entre autres les CTV. À déterminer ou à évaluer le taux d'infiltration
des organes ou des structures adjacentes qui sont situées à proximité du cavum. Quand vous le constatez, les cercles en rouge, ils représentent les zones à haut risque, avec des taux assez significatifs d'envahissement tumoral ou d'extension tumorale qui se situent de l'ordre des 35 jusqu'à voire qui sont approximatifs des 70%. Ils vont nous permettre de déterminer notre CTV au risque. En jaune, ils représentent les zones intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de déterminer notre CTV intermédiaire. C'est des taux d'extension tumorale qui se situent de l'ordre de 24-25% jusqu'à 5%. Et puis, il y a les dernières zones, ce sont les zones de bas risque qui sont en bleu, alors qui se situent de moins de 1% jusqu'à 3-4%. La même chose pour le N, on va le voir par la suite, quels sont les N haut risque, moyen et bas risque. Alors, en termes de taux importants d'envahissement ganglionnaire, bien sûr, c'est les rétropharyngés avec le taux le plus important, c'est-à-dire les 7A, suivis par les 2A et les 2B, et puis par la suite les 3 et les 5A. Et puis, par la suite, on a, bien sûr, les 5B. Toutefois, il faut signaler qu'il y a un certain nombre de recommandations et de guidelines consensuelles où il y a différents groupes qui se sont intéressés à déterminer ces recommandations que le radiothérapeute doit prendre en considération. On a essentiellement soit le groupe RTOG ou bien les groupes chinois. La seule différence, c'est l'équipe sud-asiatique qui a en quelque sorte, comme vous le voyez, c'est l'avant-dernière l'équipe chinoise qui a en quelque sorte la détermination du GTV qui inclut tout simplement le cavum en totalité, contrairement aux autres équipes qui se sont attelées à prendre uniquement le volume tumoral en associant une marge de sécurité qui se situe de 3 à 5 mm, voire même pour certains jusqu'à 10 mm, c'est-à-dire pour déterminer le CTV high dose clinical target volume. Pour le N, si on voit en ce qui nous concerne pour les stades précoces et intermédiaires, c'est-à-dire les N1 de notre groupe, c'est uniquement l'adénopathie avec une marge de sécurité qui se situe aux alentours de 5 à 10 mm généralement. Il faut rajouter un autre détail pour le CTV tumoral haut risque. Des fois, la tumeur elle est située en contact direct avec les structures de voisinage et de proximité. Alors, cette marge, elle peut être réduite au maximum, voire même on aura une marge de 0 mm. Deuxième volume, c'est-à-dire le CTV intermédiaire. Alors là, c'est à peu près pour les différents groupes qui se sont intéressés. Alors, c'est les mêmes marges, GTV plus 10 mm, et où l'on a pris en considération, bien sûr, le degré d'infiltration, comme on l'a vu au préalable, c'est les 30 jusqu'à 70% en termes d'extension tumorale, c'est-à-dire la cavité nasale, le tiers postérieur ou bien la partie postérieure, les sinus maxillaires, les sinus ethmoïdales, la base du crâne, la face thyroïde, les espaces paropharyngés, entre autres, le clivus, la partie, le 1/3, voire la moitié, et bien sûr, en cas de situation à proximité avec ces organes à risque, bon, cette marge elle est réduite au maximum. Pour le N, alors comme je l'ai dit,
Les principaux territoires ganglionnaires, c'est bien sûr le 7A, le niveau 2 et le 3, ainsi que le 5A qui constitue le haut risque. Le 1B, on peut le prendre dans certaines situations qui n'est pas consensuel pour l'ensemble des équipes. Pour le CTV N de bas risque, bien sûr, c'est le niveau 4 ainsi que le niveau 5 B qui sont pris dans cette CTV de bas risque. En dernier lieu, bien sûr, c'est la détermination du PTV. Alors là, la même chose, ça dépendra des équipes et des habitudes des services, où l'on prend des marges de l'ordre de 3 à 5 mm par rapport aux différents CTV. Et bien sûr, la prescription des doses pour chaque PTV. Dire deux mots sur la radiothérapie 3D avec modulation d'intensité. Comme je l'ai dit au préalable, elle a démontré son intérêt en termes de contrôle locaux régional, où le contrôle il est au supérieur dans certaines études qui se situent en moyenne des 90%, voire plus, tout en sachant que la majorité du recrutement des patients dans ces études, c'était des stades localement avancés. Alors, j'ai mis cette slide, c'est une étude sud-asiatique. Elle a englobé plus de 3000 patients traités par modulation d'intensité, où l'on a démontré l'intérêt de l'utilisation des rayons en modulation radiothérapie par modulation d'intensité, où l'impact il est largement significatif pour les T1, T2, T3 en comparaison au T4. La même chose, que ce soit pour le contrôle local, c'est-à-dire la courbe située à votre gauche, et la même chose pour le contrôle régional, où l'on voit les N0 et les N1 à un degré moindre, les N2 en comparaison au N3. L'adjonction de la chimiothérapie, elle a démontré son efficacité depuis l'essai d'Al-Sarraf, où l'on a utilisé la chimiothérapie en concomitant avec, bien sûr, la molécule de base qui est le cisplate. Ça a été confirmé par la méta-analyse de Blanchard, bien sûr, qui a englobé 26 études avec plus de 7000 patients, où l'on a voulu démontrer l'intérêt de la chimiothérapie, qu'elle soit utilisée en induction, en adjuvant, en concomitant ou bien en induction suivie par un concomitant. Alors, pour les localisations qui nous intéressent, et la proportion qui n'est pas très importante en comparaison au stade localement avancé qui ont été rapportés dans ces 26 essais, le concomitant, il fait mieux que l'utilisation des rayons sol en termes de contrôle locaux régional, en termes de rechute métastatique et en termes de survie globale. Et qu'en est-il des stades early ou bien intermédiaires qui nous intéressent aujourd'hui? Alors, il y a cette dernière publication, ce dernier papier qui est en cours de publication, qui concerne plus de 1400 patients, où l'on a voulu comparer l'association chimio-rayon versus radiothérapie sol. Les rayons ont été utilisés par la technique IMRT. Alors, comme on le constate, les lignes en jaune, l'impact il est significatif de l'utilisation de la chimiothérapie pour les N1, pour les T0, T1 et N1, et également pour les volumes tumoraux de plus de 3 cm. Autre étude qui a été présentée à l'ASCO 2022, c'est une étude sud-asiatique, une étude phase 3 multicentrique, où le principal objectif
était de démontrer la non-infériorité de l'utilisation de la chimiothérapie en concomitant versus radiothérapie seule. Les patients ont été recrutés entre 2015 et 2020. Ça a concerné plus de 3020 patients répartis ou randomisés en deux. Ça a concerné les stades 2 et 3 T3N0 avec comme critère d'inclusion, c'était des tumeurs, c'était des adénopathies de moins de 3 cm. Il n'y avait pas d'envahissement ganglionnaire pour le stade 4 et le cervical bas et un taux de BV-DNA inférieur à 4000. En termes de résultats, le first ou bien le premier endpoint qui a été pris en considération, c'est bien sûr la survie sans rechute. En termes de résultats, le schéma concomitant ne faisait pas, il n'y avait aucune infériorité entre les deux schémas, que ce soit en situation d'intention pour traiter ou bien en pair protocole. En termes de survie globale à 3 ans et en termes de survie sans rechute métastatique à 3 ans et en termes de contrôle locaux régional, il n'y avait aucun impact significatif, alors qu'en termes de toxicité, bien sûr, l'adjonction de la chimiothérapie en concomitant était plus toxique que la radiothérapie seule. Cette étude, elle a été actualisée, ou le papier a été publié au niveau du JAMA, et où le median follow-up, c'est-à-dire le suivi médian, il était à 46 mois, et où l'on a confirmé la même chose, le taux de survie sans rechute, et où il n'y avait aucune infériorité entre les deux groupes. Et la même chose en termes de survie globale, en termes de contrôle loco-régional et de rechute métastatique, il n'y avait aucune différence significative. Et en termes de toxicité, bien sûr, l'adjonction de la chimiothérapie en concomitante était plus toxique par rapport au groupe radiothérapie seul. Pour conclure, je dirais que le management des NPC demeure et demeurera toujours un des greatest challenges des radiothérapeutes, surtout ces dernières années pour les stades précoces et intermédiaires, même si dans notre pays on en rencontre de moins en moins de stades précoces et intermédiaires. Et ce qu'il faudrait rajouter, c'est que des efforts demeurent et on doit faire des efforts de plus en plus, et ceci pour améliorer les résultats avec de nouvelles approches sur le plan thérapeutique. Je vous remercie.